Et si un simple mouchoir oublié dans un berceau pouvait contenir le secret d'une vie entière? En octobre 1922, à Orléans, une jeune femme s'est arrêtée devant les lourdes portes de l'orphelinat Saint-Vincent, tenant dans ses bras un bébé qu'elle n'aurait jamais revu. Pendant des années, son fils a grandi entre solitude, rejet et silence, jusqu'au jour où un détail inattendu a refait surface, bouleversant tout ce que l'on croyait savoir. Qu'est-ce que ce mouchoir brodé pouvait bien révéler? Et pourquoi cette histoire continue de toucher des générations entières? Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique, inspirée de faits réels historiques. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. C'est important car ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils portent des leçons de vie et des vérités humaines qui résonnent encore aujourd'hui. Cette simple photo jaunie d'un bébé dans un berceau blanc, allait révéler l'histoire la plus bouleversante que la France d'après-guerre ait cachée. Un nouveau-né abandonné en 1922, dont le véritable nom resterait enfoui pendant des décennies, et dont la mère mourrait à seulement 15 kilomètres de lui, sans jamais savoir qu'il était devenu celui qu'elle lisait dans les journaux. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment un simple mouchoir brodé des initiales IC aurait pu tout changer, et pourquoi 30 ans plus tard, une petite fille tremblante allait transformer cet homme brisé en père de centaines d'enfants. 15 octobre 1922, 3 heures du matin. Les pavés humides d'Orléans reflètent la lueur tremblante des réverbères à gaz. Une silhouette encapuchonnée se glisse dans l'ombre, serrant contre sa poitrine un paquet qui gémit doucement. Isabelle Coudray, 20 ans, fille d'arrendataire ruiné du Loiret, s'arrête devant la lourde porte en chêne de l'orphelinat Saint-Vincent. Ses mains tremblent, mais ce n'est pas le froid d'automne qui les fait frissonner. C'est la certitude qu'après ce geste, plus rien ne sera jamais pareil. Le livre de registre de l'orphelinat Saint-Vincent consignera plus tard cette nuit comme l'entrée numéro 47 de l'année 1922. Mais derrière ce chiffre administratif, se cache un drame que personne ne soupçonne encore. Isabelle pose délicatement son fils sur les marches de pierre. Elle a cousu elle-même le petit mouchoir qu'elle glisse dans les langes, brodé de ses initiales IC. Espérant secrètement qu'un jour, peut-être, il servirait de pont entre eux. Elle ne sait pas encore que ce mouchoir sera égaré lors d'un déménagement de l'orphelinat en 1935, emportant avec lui la dernière chance de retrouvailles. Le bébé pleure maintenant. Un cri perçant qui déchire le silence de la nuit. Isabelle recule, une main sur la bouche pour étouffer ses propres sanglots. Derrière les volets clos de l'orphelinat, une bougie s'allume. Des pas se rapprochent. Sœur Marguerite, insomniaque chronique depuis que la grippe espagnole a emporté la moitié des orphelins entre 1918 et 1920, est toujours la première à entendre les pleurs. Elle ouvre la porte et découvre le nourrisson. Ses yeux balaient la rue déserte. Isabelle s'est déjà fondue dans l'obscurité, mais elle reste cachée derrière un pilier à 50 mètres, incapable de partir complètement. Ce que sœur Marguerite écrit dans son journal intime cette nuit-là, découvert 60 ans plus tard dans les archives diocésaines, révèle un détail troublant. Le bébé ne pleurait plus dès qu'elle l'a pris dans ses bras. Il la fixait avec des yeux d'un bleu profond, comme s'il comprenait déjà que sa vie venait de basculer. Elle note aussi avoir trouvé étrange que les initiales sur le mouchoir ne correspondent pas au prénom épinglé sur les vêtements. Antoine-Marie. Les semaines qui suivent sont cruciales. Le censo d'Orléans de 1926 révélera que sur les 312 orphelins recensés dans la région après la Grande Guerre, près d'un tiers n'atteindront pas leur 5e anniversaire. La malnutrition, les maladies, le manque de soins médicaux, les orphelinats sont des mouroirs déguisés en refuge. Le rationnement, officiellement terminé en 1921, continue officieusement pour les institutions religieuses. Les orphelins reçoivent une demi-portion, parfois moins. Mais Antoine-Marie survit. Contre toute attente, sœur Marguerite développe pour lui une affection particulière qu'elle cache soigneusement derrière une discipline de fer. Elle le nourrit en premier, lui donne les vêtements les moins usés, veille sur lui pendant les épidémies de choléra infantile qui ravagent régulièrement l'orphelinat. Les autres sœurs murmurent
Mais Marguerite s'en moque. Elle a vu trop d'enfants mourir pour ne pas se battre pour celui-là. C'est lors de la visite médicale obligatoire de 1927 qu'un photographe itinérant, engagé par la préfecture pour documenter les conditions dans les orphelinats, prend cette photo qui nous hante encore aujourd'hui. Antoine a 5 ans. Il est assis sur son lit de fer, tenant dans ses mains un livre de prière qu'il ne sait pas encore lire. Son regard fixe l'objectif avec une intensité troublante. Derrière lui, flou mais visible, d'autres enfants jouent. Lui reste immobile, comme figé dans une solitude qui le suivra toute sa vie. Ce que le photographe ne sait pas, c'est qu'Antoine développe déjà ce tic nerveux qui ne le quittera jamais. Sa main droite touche constamment son poignet gauche, cherchant inconsciemment quelque chose qui n'est pas là. Les psychologues modernes y verraient à la recherche d'un lien maternel rompu trop tôt. À l'époque, on dit simplement qu'il est nerveux. L'année 1928 marque un tournant. Une famille de commerçants de Tours, les Dubois, cherche à adopter un héritier. Madame Dubois ne peut pas avoir d'enfant, une tragédie dans la France conservatrice de l'entre-deux-guerres. Ils visitent l'orphelinat en mars. Antoine les séduit par son calme apparent, sa politesse excessive apprise à coups de règles sur les doigts. Les papiers sont signés. Il part avec eux en avril. Mais quelque chose ne va pas. Antoine ne parle presque pas. Il mange en silence, dort en silence, joue en silence. Sa gagueira, ce bégaiement persistant qui l'empêche de prononcer son propre prénom correctement, exaspère Monsieur Dubois. Antoine devient Ante-Tétéouane. Les voisins commencent à jaser. L'enfant est-il simple d'esprit? Madame Dubois pleure la nuit. Ce n'est pas le fils qu'elle avait imaginé. 3 mois plus tard, il le ramène. Sans explication officielle, juste une note dans le registre. Inadaptation mutuelle. Antoine ne pleure pas. Il reprend simplement sa place dans le dortoir, son lit encore tiède du dernier orphelin qui est mort de tuberculose. Sœur Marguerite le trouve cette nuit-là, assis dans son lit, touchant son poignet en murmurant quelque chose d'incompréhensible. Elle s'approche et l'entend répéter « Pourquoi je suis pas comme les autres ?» Cette question va le hanter. Chaque dimanche, jour des visites familiales, il se poste à la fenêtre du dortoir. Il regarde les autres enfants, les rares chanceux, partir pour quelques heures avec des tantes, des grands-parents, des cousins éloignés. Lui reste là, comptant les carreaux de la fenêtre. Toujours le même nombre, 48. Comme les heures qu'il faudra attendre avant le prochain dimanche vide. L'insomnie commence cette année-là. Les dimanches soirs sont les pires. Il ne dort pas, fixant le plafond fissuré, écoutant les autres enfants raconter leur journée. Marie a mangé de la tarte aux pommes. Pierre a vu un cheval. Louise a reçu une poupée de chiffon. Antoine ferme les yeux si fort qu'il voit des étoiles. Il imagine. Il invente. Dans sa tête, il a une mère qui sent la lavande et un père qui fume la pipe. Ils habitent une maison avec un jardin. Il y a un chien. Le chien s'appelle... Il ne trouve jamais de nom au chien. Mais ce qu'Antoine ignore, c'est que sa mère, Isabelle, vit à seulement 15 kilomètres. Elle s'est installée à Fleury-les-Aubrais après son accouchement, travaillant comme couturière pour survivre. Chaque dimanche, elle passe devant l'orphelinat pour se rendre à la messe. Elle ralentit toujours le pas, cherchant dans la cour de récréation un enfant qui pourrait être le sien. Elle ne sait pas qu'Antoine ne sort jamais le dimanche. Elle ne sait pas qu'il la cherche aussi, de l'autre côté de la fenêtre. 1. L'orphelinat Saint-Vincent ressemble à une caserne miniature. Réveil à 5 heures, prière à 5h30, corvée jusqu'à 7 heures. Antoine a maintenant 8 ans, et son cahier d'école, retrouvé dans les archives municipales, montre ses tentatives désespérées d'écrire son nom sans bégayer sur le papier. A-N-T-O-I-N-E. Les lettres tremblent, se chevauchent, recommencent. La maîtresse Mademoiselle Moreau, ancienne institutrice traumatisée par la perte de son fiancé dans les tranchées, n'a aucune patience pour les enfants qui bégayent. « Tu es stupide ou tu le fais exprès ?» La phrase résonne encore dans la classe glaciale. Les autres enfants ricanent. L'orphelin, il l'appelle, jamais Antoine. Toujours l'orphelin.
comme si c'était sa seule identité. Le cahier montre aussi autre chose, des dessins. Toujours le même, une maison avec une cheminée qui fume, 2 silhouettes devant et un espace vide au milieu. L'espace pour lui. C'est cette année-là que la photo refait surface. Un journaliste local prépare un article sur les conséquences sociales de la Grande Guerre. Il visite l'orphelinat, voit la photo de 1927 accrochée dans le bureau de la mère supérieure. Qui est cet enfant au regard si intense? On lui répond qu'il s'agit d'Antoine-Marie, pupille de la nation, parents inconnus. Le journaliste prend des notes. L'article ne sera jamais publié. Le rédacteur en chef le juge trop déprimant pour ses lecteurs. Sœur Marguerite vieillit. La grippe de l'hiver 1931 l'affaiblit considérablement. Elle, qui était le seul rempart affectif d'Antoine, devient de plus en plus absente. Les autres sœurs, plus jeunes, plus dures, appliquent le règlement avec une rigueur militaire. Les punitions pleuvent. Antoine passe des heures agenouillé sur des grains de maïs pour avoir touché son poignet pendant la prière. Ses genoux saignent. Il ne pleure jamais. Pleurer, c'est montrer qu'on existe. Il préfère disparaître. Le programme gouvernemental de 1925, encourageant les adoptions rurales, commence à porter ses fruits. Des familles de paysans viennent chercher des bras pour les travaux des champs. Ils ne veulent pas des petits, trop fragiles. Ils ne veulent pas des grands, trop formés. Antoine, à 9 ans, est dans la tranche idéale. Mais sa gagaïra le trahit à chaque fois. Les paysans secouent la tête. Un enfant qui ne peut pas crier correctement aux bêtes n'est bon à rien. C'est alors qu'arrive Monsieur Leroux. Professeur à la retraite, veuf sans enfant, il ne cherche pas un héritier ou une main-d'œuvre. Il cherche quelqu'un à qui transmettre son savoir. La réforme éducative. Jules Ferry a rendu l'école obligatoire même pour les orphelins, mais l'application reste aléatoire. Leroux voit en Antoine une intelligence étouffée. Il propose de lui donner des cours particuliers. La mère supérieure accepte, soulagée de se débarrasser de l'orphelin difficile quelques heures par semaine. Les mardis et jeudis après-midi deviennent le paradis d'Antoine. Dans la petite maison de Leroux, qui sent le tabac et les vieux livres, il découvre un monde qu'il n'imaginait pas. Le latin d'abord. Curieusement, Antoine ne bégait pas en latin. Rosa, rosae, rosam. Les mots sortent clairs, nets. Leroux sourit. Tu vois, tu n'es pas stupide. Tu es juste différent. Leroux lui apprend aussi à raconter des histoires. Pas à les lire, à les raconter. Antoine découvre qu'il a un don. Quand il raconte, il ne bégaye presque plus. Les mots coulent comme une rivière. Il invente des épopées, des aventures, des mondes où les orphelins deviennent rois. Les autres enfants de l'orphelinat commencent à se rassembler autour de lui le soir. Raconte, l'orphelin. Et Antoine raconte. Mais le bonheur est fragile dans les orphelinats. Leroux meurt subitement en mars 1933. Crise cardiaque dans son sommeil. Antoine l'apprend par la mère supérieure qui lui annonce sèchement qu'il n'y aura plus de cours. Il demande à assister aux funérailles. Refusé. Les orphelins ne vont pas aux enterrements. Trop perturbant. Cette nuit-là, Antoine s'échappe. Première et unique fois. Il court jusqu'au cimetière, trouve la tombe fraîche de Leroux. Il s'agenouille dans la boue et récite en latin tout ce que le vieil homme lui a appris. Les passants matinaux le trouvent endormi sur la tombe. Transi de froid. La punition est sévère. 1 semaine d'isolement, pain et eau. Mais Antoine s'en moque. Il a dit au revoir. L'adolescence arrive avec son lot de tourments supplémentaires. Antoine grandit trop vite, devient dégingandé. Ses vêtements, toujours trop courts, accentuent sa différence. Les filles de l'école publique où les orphelins sont maintenant envoyés le regardent avec un mélange de pitié et de dégoût. L'orphelin qui bégaye et qui touche toujours son poignet. Certaines chuchotent qu'il est peut-être possédé. C'est à 15 ans qu'Antoine découvre l'alcool. Un camarade de classe lui fait goûter du vin derrière l'église. La chaleur qui descend dans sa gorge, l'engourdissement qui suit, la disparition momentanée de la douleur constante dans sa poitrine. Il comprend instantanément le danger et la tentation.
Il se promet de ne jamais retoucher à cette bouteille. Promesse qu'il tiendra jusqu'à ses 25 ans. Sœur Marguerite s'éteint doucement l'hiver 1937. Antoine a 15 ans. Elle le fait appeler à son chevet. Ses mains décharnées serrent les siennes. Elle lui murmure quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Il y avait un mouchoir quand tu es arrivé, avec des initiales. IC. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais c'était important. Quelqu'un t'a aimé assez pour te marquer. N'oublie jamais ça. Elle meurt 2 heures plus tard. Antoine reste prostré pendant des jours. La seule personne qu'il avait regardée comme un être humain depuis le roux vient de partir. Les autres sœurs organisent des funérailles expéditives. Les orphelins n'y assistent pas, trop perturbant, encore une fois. Antoine vole une photo de sœur Marguerite dans le bureau de la mère supérieure. Il la cachera sous son oreiller jusqu'à ses 18 ans. L'année 1939 apporte la guerre. Les hommes partent au front. L'orphelinat se vide peu à peu. Les plus âgés sont envoyés travailler dans les fermes, remplacer les hommes mobilisés. Antoine, à 17 ans, est envoyé chez les Fournier, agriculteurs près de Sully-sur-Loire. Le travail est dur, mais pour la première fois de sa vie, Antoine mange à sa faim. Madame Fournier, bourrue mais juste, ne fait pas de différence entre lui et ses propres fils partis se battre. C'est là qu'il rencontre Marie-Claire. Fille du boulanger du village, 18 ans, des yeux noisettes et un rire qui fait oublier la guerre. Elle ne se moque pas quand il bégaie. Elle l'écoute raconter ses histoires. Elle lui apprend à danser dans la grange, loin des regards. Pour la première fois, Antoine ose rêver d'une vie normale. Une maison, une femme, peut-être des enfants qui auraient un nom, un vrai. Mais les rêves des orphelins sont fragiles comme du cristal. Le père de Marie-Claire apprend la liaison. Un orphelin, sans nom, sans famille, sans avenir. Jamais sa fille n'épousera un bâtard. Le mot claque comme une gifle. Marie-Claire pleure, mais obéit. 2 mois plus tard, elle épouse le fils du notaire. Antoine assiste au mariage de loin, caché derrière l'église. Il touche son poignet si fort qu'il en garde la marque pendant des jours. C'est ce jour-là qu'il prend sa décision. S'il ne peut pas avoir une famille, il deviendra celui qui permet aux autres d'en avoir une. Il veut devenir instituteur, apprendre aux enfants à lire, à écrire, à rêver, leur donner ce que Leroux lui avait donné, un horizon plus large que les murs d'un orphelinat ou les limites d'un champ. Pendant ce temps, à 15 kilomètres de là, Isabelle Coudray continue sa vie de couturière. Elle ne s'est jamais mariée. Les hommes du village la trouvent étrange. Cette femme qui vit seule avec ses aiguilles et ses tissus. Elle garde dans une boîte en fer tous les articles de journaux qui parlent de l'éducation, des orphelinats, des enfants abandonnés. Elle ne sait pas pourquoi elle les garde. Ou plutôt si, elle le sait. Mais elle ne peut pas se l'avouer. La libération arrive en août 1944. Antoine a 22 ans. La France entière célèbre, mais lui reste dans sa chambre mansardée chez les Fournier, étudiant à la lueur d'une bougie. Il a réussi l'impossible. Sans diplôme, sans recommandation, il a convaincu l'inspecteur d'académie de le laisser passer l'examen pour devenir instituteur. Les épreuves sont dans 3 mois. Il doit rattraper 20 ans de retard éducatif. Les Fournier le soutiennent étrangement. Leurs fils ne sont pas revenus de la guerre. Antoine est devenu, sans le dire, un substitut. Madame Fournier lui apporte de la soupe tard le soir quand il étudie. Monsieur Fournier lui trouve des livres au marché noir. Il ne parle jamais d'adoption, mais les gestes parlent plus que les mots. Pour la première fois depuis sœur Marguerite, Antoine sent quelque chose qui ressemble à de l'affection. L'examen a lieu en novembre 1944, dans les locaux bombardés de l'école normale d'Orléans. Antoine arrive avec son unique costume, rapiécé par Madame Fournier. Les autres candidats, fils de bonne famille, le regardent de haut. L'épreuve écrite dure 6 heures. Antoine écrit sans s'arrêter, sans bégayer sur le papier. Les mots qu'il ne peut pas dire, il les écrit avec une fluidité qui surprend même les examinateurs. L'oral est plus difficile. Face au jury, son bégaiement revient en force. Antoine Mama Marie, instituteur. Les examinateurs froncent les sourcils. Comment peut-il enseigner s'il ne peut pas parler?
C'est alors qu'Antoine fait quelque chose d'inattendu. Il commence à raconter une histoire. L'histoire d'un enfant qui apprend à lire avec des bouts de charbon sur les murs d'un orphelinat. Le bégaiement disparaît. Le jury est captivé. Il est reçu. Janvier 1945. Antoine est nommé dans une école rurale à Saint-Benoît-sur-Loire. Un village de 300 âmes. Une classe unique avec 22 élèves de 6 à 14 ans. Le salaire est misérable. Le logement de fonction inexistant. Antoine dort les premiers mois dans le grenier de l'école, sur un matelas de paille. Les rats sont ses compagnons de nuit. Il pourrait se plaindre. Il ne le fait pas. Il a connu pire. Les débuts sont catastrophiques. Les enfants se moquent de son bégaiement. Les parents doutent. Que peut enseigner un orphelin sans famille? Le maire menace de demander un autre instituteur. C'est alors que la petite Marie Durand, 7 ans, change tout. Un matin, elle lève la main et dit « Monsieur, pourquoi vous touchez toujours votre poignet ?» Antoine se fige. Personne n'avait jamais osé lui poser la question directement. Il s'assoit sur son bureau, regarde ses élèves, et pour la première fois de sa vie, raconte sa vérité. Adaptée, édulcorée, mais sa vérité. Il parle de l'orphelinat, de sœur Marguerite qui lui a appris à lire, de monsieur Leroux qui lui a appris le latin. Il ne bégait pas. Les enfants écoutent, bouche bée. À la fin, Marie dit simplement « Alors vous êtes comme nous, monsieur. Vous avez appris en partant de rien. » C'est ce jour-là qu'Antoine devient vraiment instituteur. Les méthodes d'Antoine sont révolutionnaires pour l'époque. Il raconte des histoires pour enseigner l'histoire. Il utilise les chants pour expliquer la géométrie. Il transforme la récréation en cours de sciences naturelles. Les enfants qui ne savaient pas tenir un crayon écrivent des lettres au bout de 6 mois. Le petit Jean, considéré comme simple d'esprit, révèle un talent pour le calcul mental. Marie lit couramment et commence à écrire ses propres histoires. Mais Antoine reste hanté par ses démons. Les dimanches sont toujours insupportables. Il erre dans le village désert, regarde les familles rentrer de la messe, serrées les unes contre les autres. L'alcool devient une tentation de plus en plus forte. Il résiste, mais certains soirs, la solitude est si lourde qu'il sort la bouteille de cognac offerte par le maire pour Noël. Il la regarde, la repose. Pas encore, pas aujourd'hui. C'est en septembre 1946 qu'arrive l'inspecteur. Visite surprise. La classe est en pleine leçon de géographie. Antoine fait raconter aux enfants les voyages imaginaires de leurs grands-parents. L'inspecteur, un homme strict formé à l'ancienne école, est scandalisé. Où est la discipline? Où sont les rangs? Pourquoi les enfants parlent-ils librement? Il rédige un rapport cinglant. Mais les parents se mobilisent. Même ceux qui doutaient au début signent une pétition. Notre instituteur est différent, mais nos enfants apprennent. Marie Durand lit maintenant à sa grand-mère aveugle. Jean calcule plus vite que le comptable du village. Pierre, qui voulait quitter l'école pour les champs, rêve maintenant de devenir ingénieur. L'inspecteur est forcé de reculer. Antoine reste. 1947 est l'année où tout bascule. D'abord, la nouvelle de la mort d'Isabelle Coudray. Elle apparaît dans le journal local, 3 lignes dans la rubrique nécrologique. Couturière respectée, morte d'une pneumonie, sans famille. Antoine lit l'article sans savoir que cette femme était sa mère. Il découpe même l'article, touché par l'idée de cette femme morte seule. Il le range dans sa boîte de souvenirs, à côté de la photo de sœur Marguerite. Isabelle est enterrée au cimetière de Fleury-les-Aubrais, à 15 km de Saint-Benoît-sur-Loire. Antoine passe devant sa tombe lors d'une sortie scolaire sans le savoir. Les enfants cueillent des fleurs sauvages. Marie en pose une sur la tombe abandonnée d'Isabelle. « Pour la dame seule », dit-elle. Antoine sourit tristement. Il comprend la solitude des tombes, sans visiteurs. C'est aussi l'année où Antoine fait sa première vraie erreur. Mademoiselle Sylvie Moreau, la nouvelle institutrice du village voisin, semble s'intéresser à lui. Elle ne rit pas de son bégaiement, apprécie ses méthodes novatrices. Il se promène le dimanche, parle pédagogie et littérature. Antoine ose espérer. Peut-être que cette fois, il la demande en mariage un soir de juin sous les tilleuls de la place du village. Elle rougit, hésite, puis dit oui.
Antoine n'en croit pas ses oreilles. Pour la première fois depuis l'orphelinat, il pleure. De joie, pense-t-il. Il fixe la date du mariage pour septembre. Antoine économise pour acheter un costume neuf. Les enfants de sa classe préparent une surprise. Mais en août, le père de Sylvie arrive de Paris. Un homme d'affaires qui a fait fortune dans le textile. Il enquête sur Antoine, découvre ses origines. Un orphelin, un bâtard sans nom, sa fille mérite mieux. Il menace de la déshériter. Sylvie résiste d'abord, puis cède. Elle rend la bague improvisée qu'Antoine avait fabriquée avec un clou. Je suis désolé, mais mon père... Antoine ne la laisse pas finir. Il comprend. Il a toujours compris. Certains murs sont infranchissables. Cette fois, il craque. Le soir même, il vide la bouteille de cognac, puis une autre, et une autre. Pendant 3 mois, Antoine sombre. Il assure ses cours, mais dès que les enfants partent, il boit. Le village murmure. L'instituteur devient fou. Certains parents s'inquiètent. C'est Marie Durand, maintenant 9 ans, qui le sauve. Un matin de novembre, elle reste après la classe. « Monsieur, ma grand-mère dit que vous êtes malade. C'est vrai ?» Antoine, dans les brumes de sa gueule de bois, la regarde. Cette petite fille au regard franc, qui lui rappelle l'enfant qu'il était sur la photo. « Non, Marie, je ne suis pas malade. Je suis juste perdu. » Marie réfléchit puis dit « Quand je suis perdu, je raconte une histoire. Ça aide à retrouver le chemin. » Ce soir-là, Antoine vide toutes ses bouteilles dans l'évier. Il ne touchera plus jamais à l'alcool. Il a compris que sa mission n'est pas de trouver une famille, mais d'être là pour ses enfants qui, comme lui, partent de rien. Il transforme le grenier de l'école en bibliothèque avec des livres récupérés partout. Les dimanches, au lieu d'errer, il ouvre l'école pour des séances de lecture. D'abord, seuls les orphelins et les plus pauvres viennent, puis les autres suivent. 1. Antoine a 28 ans. Son école est devenue un modèle dans la région. Des instituteurs viennent observer ses méthodes. Un journaliste écrit un article sur ce professeur atypique qui fait des miracles avec les enfants difficiles. L'article est illustré par une photo d'Antoine, entouré de ses élèves. Il déteste être photographié, mais accepte pour eux. Sur la photo, on le voit toucher machinalement son poignet. Certaines blessures ne guérissent jamais. C'est cet article qu'Isabelle Coudray avait découpé et gardé avant sa mort. Le professeur dévoué qui transforme des vies. Elle l'avait lu et relu, touchée par cette histoire. Si elle avait regardé plus attentivement la photo, aurait-elle reconnu dans ses yeux bleus profonds ceux du bébé qu'elle avait abandonné 28 ans plus tôt? Nous ne le saurons jamais. Le destin a ses cruautés particulières. L'hiver 1952 s'annonce rude. Les premières neiges tombent début novembre. Antoine prépare sa classe pour les mois difficiles à venir. Il ne sait pas encore que dans quelques semaines, par une nuit de tempête, une petite fille va frapper à sa porte et changer le cours de sa vie. Il ne sait pas que le mouchoir qu'elle portera, brodé des initiales ML, réveillera en lui le souvenir du mouchoir perdu de son propre abandon. Il ne sait pas qu'il est sur le point de devenir ce qu'il a toujours cherché, un père. 17 décembre 1952. 22 heures. La tempête fait rage sur Saint-Benoît-sur-Loire. Antoine corrige des cahiers à la lueur d'une lampe à pétrole. L'électricité a été coupée depuis midi. Le vent hurle dans la cheminée. La neige s'accumule contre les fenêtres. Il touche son poignet, ce geste qui ne l'a jamais quitté, quand il entend frapper. 3 coups timides, presque inaudibles dans le vacarme de la tempête. Il ouvre la porte et la voit. Une petite silhouette tremblante, couverte de neige. 6 ans, peut-être 7. Des yeux bruns terrifiés. Dans sa main gauche, elle serre un mouchoir brodé. Dans la droite, un bout de papier détrempé. Elle tremble si fort qu'elle ne peut pas parler. Antoine reste figé une seconde. L'histoire se répète. 30 ans après son propre abandon, une enfant arrive dans la nuit. Il la fait entrer, la porte claque derrière elle. La petite s'effondre. Antoine la rattrape juste avant qu'elle ne touche le sol. Elle est brûlante de fièvre. Il la porte jusqu'au poêle, l'enveloppe dans toutes les couvertures qu'il trouve. C'est alors qu'il voit le mouchoir qu'elle serre toujours.
brodées des initiales ML. Son cœur s'arrête. Sœur Marguerite lui avait parlé d'un mouchoir, IC. Des initiales différentes, mais la même histoire. La petite ouvre les yeux. Maman a dit, « Le professeur aide les enfants perdus. » Sa voix est un souffle. Antoine sent quelque chose se briser en lui. Toutes ses défenses, tous ses murs, s'écroulent devant cet enfant qui lui ressemble tant. « Comment tu t'appelles ?»« Mathilde, monsieur. Mathilde Leblanc. M.L. » Les initiales prennent sens. « Où est ta maman, Mathilde ?» La petite ferme les yeux. « Partie. Elle a dit de venir ici. » Antoine déplie le papier mouillé qu'elle tenait. Une écriture tremblante. « Monsieur l'instituteur, je vous confie ma fille. Je n'ai plus le choix. Son père ne veut pas d'elle. Ma famille me rejette. Je pars. Prenez soin d'elle. Elle est intelligente. Elle mérite mieux que ce que je peux lui donner. Pas de signature. Juste ces mots qui sont un écho de sa propre histoire. Il devrait appeler les autorités. C'est le protocole. Un enfant abandonné doit être signalé immédiatement. Mais Antoine regarde cette petite qui tremble dans ses couvertures. Et il se voit. Il voit tous les dimanches à la fenêtre de l'orphelinat. Il voit les familles qui le rejettent. Il voit sœur Marguerite qui meurt en lui parlant d'un mouchoir perdu. Non, pas cette nuit. Pas pour elle. Il prépare une soupe avec ce qu'il a. Des pommes de terre, un peu de lard, du pain rassis. Mathilde mange lentement, mécaniquement. Elle ne pleure pas. Les enfants abandonnés apprennent vite que les larmes ne servent à rien. Antoine la regarde et voit sa propre résignation d'enfant. Il prend une décision qui changera tout. Tu vas rester ici cette nuit. Demain, on verra. Mais demain devient après-demain, puis la semaine suivante. Antoine invente une histoire pour le village. Sa nièce, la fille de son cousin, mort à la guerre. Les gens n'insistent pas. Tout le monde a perdu quelqu'un à la guerre. Mathilde devient l'ombre d'Antoine. Elle le suit partout, dort sur un matelas dans la classe, mange à sa table. Pour la première fois de sa vie, Antoine n'est plus seul le dimanche. Il découvre qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Sa mère, trop pauvre ou trop désespérée, ne l'a jamais envoyé à l'école. Antoine commence à lui enseigner, le soir, après la classe. Il utilise la méthode de sœur Marguerite, celle qui l'avait sauvée. Les lettres deviennent des personnages, les mots des aventures. Mathilde apprend vite, très vite. En 3 mois, elle lit couramment. C'est elle qui trouve la photo, celle de 1927, qu'Antoine garde cachée dans une boîte sous son lit. « Qui c'est, monsieur ?»« C'est moi, quand j'avais ton âge. » Mathilde examine la photo attentivement. « Vous étiez triste. »« Oui, pourquoi ?»« Parce que j'étais seul. »« Comme moi ?» Antoine la regarde. Cette petite fille qui pose les questions qu'il n'a jamais osé poser. « Oui, Mathilde. Exactement comme toi. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis sœur Marguerite, Antoine raconte toute son histoire à quelqu'un. L'orphelinat, les familles qui le rejettent, son bégaiement, son tic de toucher son poignet, la recherche éternelle de quelque chose qu'il ne trouve pas. Mathilde écoute sans interrompre. À la fin, elle dit simplement « Moi aussi je cherche, mais maintenant on cherche ensemble. » Le printemps 1953 apporte des complications. L'inspecteur revient, alerté par des rumeurs. Qui est cet enfant qui vit avec l'instituteur? Antoine présente ses papiers falsifiés. Ma nièce, orpheline de guerre. L'inspecteur est suspicieux mais ne peut rien prouver. Il interroge Mathilde. Elle récite parfaitement la leçon apprise. Mon père est mort à la Libération. Ma mère de chagrin. Oncle Antoine est ma seule famille. Les mois passent. Mathilde s'épanouit. Elle devient la meilleure élève de la classe, aide les plus jeunes, raconte des histoires comme Antoine. Le village l'adopte. La boulangère lui garde les meilleurs croissants. Le boucher lui donne des os pour le chien errant qu'elle a adopté. Elle l'a appelé Espoir. Antoine n'a pas eu le cœur de dire non. Mais Antoine sait que cette situation ne peut pas durer éternellement. Un jour, quelqu'un découvrira la vérité. Il commence à préparer l'adoption officielle. Les démarches sont complexes pour un homme seul, orphelin de surcroît. Le juge est réticent. Un instituteur célibataire adopter une petite fille? C'est inapproprié.
Antoine plaide, supplie, en vain. C'est Marie Durand, son ancienne élève maintenant âgée de 15 ans, qui trouve la solution. Elle travaille comme secrétaire à la mairie. Elle a accès au registre. Elle modifie discrètement les documents. Mathilde Leblanc devient officiellement Mathilde Marie, cousine éloignée d'Antoine Marie, placée sous sa tutelle légale. Ce n'est pas une adoption, mais c'est suffisant. L'été 1953 est le premier été heureux d'Antoine. Il emmène Mathilde voir la mer pour la première fois. Ils prennent le train jusqu'à La Rochelle avec leurs économies. Sur la plage, Mathilde court, rit, construit des châteaux de sable. Antoine la regarde et comprend enfin ce que sœur Marguerite avait essayé de lui dire. L'amour ne vient pas toujours d'où on l'attend. Ils trouvent un photographe sur la promenade. Mathilde insiste pour une photo. Antoine déteste toujours être photographié, mais il accepte pour elle. Sur la photo, on les voit tous les deux, souriants. Mathilde tenant la main d'Antoine. Pour la première fois sur une photo, Antoine ne touche pas son poignet. Ses deux mains sont occupées. Une tient Mathilde, l'autre tient Espoir en laisse. L'automne apporte une surprise. Une lettre arrive à l'école. L'écriture d'Antoine a été remarquée par un éditeur parisien qui a lu ses contes pour enfants dans le journal local. Il veut publier un recueil. Les histoires du professeur sans nom. Antoine hésite. Mathilde insiste. Les histoires sont trop belles pour rester ici. Elles doivent voyager. Antoine accepte. Le livre paraîtra au printemps 1954. L'hiver revient, mais cette fois, il n'est plus synonyme de solitude. La petite maison d'Antoine est chaude, vivante. Mathilde a décoré chaque coin avec ses dessins. Espoir dort devant la cheminée. Le soir, ils lisent ensemble. Mathilde dévore les livres qu'Antoine a accumulés. Elle rêve de devenir institutrice, comme lui. Pour aider les enfants perdus, dit-elle. Noël 1953. Pour la première fois de sa vie, Antoine décore un sapin. Mathilde a insisté. Elle a fabriqué les décorations avec du papier coloré récupéré. Le matin de Noël, elle offre à Antoine un cadeau emballé dans du papier journal. Il l'ouvre. C'est un mouchoir qu'elle a brodé elle-même. AM et MM entrelacés. Antoine et Mathilde Marie. Pour que vous ayez votre mouchoir à vous, explique-t-elle. Antoine pleure. Pour la deuxième fois de sa vie, il pleure de joie. Il serre Mathilde contre lui. C'est la première fois qu'il embrasse quelqu'un spontanément depuis son enfance. Le mur qu'il avait construit autour de son cœur s'effondre définitivement. Il murmure « Merci, ma fille ». Mathilde sourit. « Je ne suis pas vraiment votre fille. »« Si », répond Antoine. « Tu l'es. Dans tout ce qui compte, tu l'es. » Cette nuit-là, Antoine sort la vieille photo de 1927. Il la regarde différemment. L'enfant triste sur la photo n'est plus seul. Il a trouvé sa famille. Pas celle du sang, mais celle du cœur. Il range la photo dans un cadre et la pose sur la cheminée, à côté de celle de La Rochelle. 2 vies, 2 Antoine, l'orphelin et le père. Janvier 1954. Une nouvelle décennie commence pour Antoine. Il a 32 ans. Sa vie a pris un tournant qu'il n'avait jamais imaginé. L'école prospère, son livre va être publié, et surtout, il a Mathilde. Mais l'histoire réserve encore des surprises. D'autres enfants viendront. D'autres Mathilde qui frapperont à sa porte les nuits d'hiver. Et Antoine sera là, toujours là. Le professeur qui transforme les abandons en nouveaux départs. Printemps 1954. Les histoires du professeur sans nom connaît un succès inattendu. Les critiques parlent d'une voix unique, d'une tendresse rare. Antoine reçoit des lettres d'enfants de toute la France. Mais celle qui le bouleverse le plus vient de Fleury-les-Aubrais. Une vieille dame, Madame Rousseau, écrit qu'elle était l'amie d'une certaine Isabelle Coudray, couturière morte en 1947. Elle avait gardé une histoire secrète toute sa vie, sur un enfant abandonné en 1922. Elle voulait qu'Antoine sache qu'Isabelle lisait tous les articles sur les orphelins, qu'elle priait chaque jour pour son fils perdu. Antoine lit et relit la lettre. Isabelle Coudray, IC, les initiales du mouchoir perdu. Sa mère. Sa mère vivait à 15 kilomètres. Sa mère lisait peut-être ses articles dans le journal.
Sa mère est morte sans savoir. Il reste prostré pendant des heures, la lettre tremblante dans ses mains. Mathilde le trouve ainsi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Antoine lui tend la lettre. Elle lit, comprend. Elle était tout près. Toute votre vie, elle était tout près. Le lendemain, Antoine se rend au cimetière de Fleury-les-Aubrais. Il trouve la tombe d'Isabelle, envahie par les herbes. Il s'agenouille, pose ses mains sur la pierre froide. « Maman ». Le mot sort pour la première fois de sa bouche d'adulte. « Maman, je suis devenu quelqu'un de bien. J'aide les enfants. J'ai une fille maintenant. Vous seriez fiers. » Il pleure toutes les larmes qu'il n'a jamais versées. Mathilde, qui l'a suivi discrètement, pose sa main sur son épaule. Ils nettoient la tombe ensemble. Plantent des fleurs. Antoine vient maintenant chaque dimanche. Plus à la fenêtre de l'orphelinat, mais devant cette pierre qui porte le nom qu'il aurait dû porter. Coudray. Antoine Coudray. Il ne changera jamais officiellement de nom, mais dans son cœur, il sait enfin qui il est. Le fils d'Isabelle, le fils aimé, même dans l'abandon. L'été 1954 apporte d'autres enfants. La réputation d'Antoine s'est répandue, le professeur qui accueille les enfants difficiles. D'abord Pierre, 10 ans, violent et mutique depuis la mort de ses parents dans un incendie. Puis Louise, 8 ans, qui refuse de parler depuis que son père l'a battu. Puis les jumeaux Paul et Jacques, 6 ans, trouvés errant dans les rues d'Orléans. La petite maison devient trop petite. Le maire, touché par le dévouement d'Antoine, trouve une solution. La vieille ferme abandonnée à la sortie du village. Elle peut être rénovée, transformée. Une maison d'accueil non officielle. Antoine hésite. C'est Mathilde qui le convainc. Ils ont besoin de nous. Comme j'avais besoin de vous. Comme vous aviez besoin de sœur Marguerite. Les travaux commencent en automne. Tout le village participe. Le menuisier offre son temps, le maçon ses matériaux. Les femmes cousent des rideaux, les hommes réparent le toit. En 3 mois, la maison du professeur est prête. 10 chambres, une grande cuisine, une salle d'études, une bibliothèque. Un foyer pour ceux qui n'en ont pas. Noël 1954. 15 enfants vivent maintenant dans la maison. Antoine a embauché Madame Dubois, veuve de guerre, comme aide. Marie Durand, maintenant institutrice elle-même, vient aider le soir. C'est une vraie famille, chaotique et bruyante. Le soir de Noël, ils sont tous réunis autour de la grande table. Antoine regarde ces visages illuminés et pense à tous ces Noëls solitaires. Le cercle est complet, mais la plus grande surprise vient en janvier 1955. Une lettre officielle. Le ministère de l'Éducation a entendu parler de son travail. On lui propose de diriger une école expérimentale à Paris pour enfants difficiles. Un salaire triple, un appartement de fonction, la reconnaissance nationale. Antoine tient la lettre, tenté. Mathilde le regarde. « Vous allez accepter ?» Il la regarde, regarde les autres enfants. « Non, ma place est ici. Les années passent. 1960. Antoine a 38 ans. Mathilde en a 14. Elle est brillante, première de sa classe au lycée d'Orléans. Elle veut toujours devenir institutrice. Les autres enfants ont grandi, certains sont partis, d'autres sont arrivés. La maison du professeur est devenue une institution locale. Les archives départementales conservent maintenant tous les dossiers, témoignages d'une œuvre unique. C'est cette année-là qu'un journaliste de Paris vient faire un reportage. Il veut comprendre le miracle de Saint-Benoît-sur-Loire. Il interroge Antoine sur ses motivations. Antoine sort la vieille photo de 1927. Regardez cet enfant. Il n'avait rien. Pas de nom, pas de famille, pas d'avenir. Aujourd'hui, il a donné un avenir à 153 enfants. C'est ça, le miracle. Le journaliste veut savoir s'il a des regrets. Antoine réfléchit longuement. J'aurais aimé connaître ma mère, savoir qu'elle pensait à moi. Mais si j'avais eu une famille normale, aurais-je aidé tous ces enfants? Ma souffrance a servi à quelque chose. C'est peut-être ça, le sens. Transformer sa douleur en quelque chose de plus grand. 1. Mathilde a 19 ans. Elle est reçue première au concours d'institutrice. Le jour des résultats, elle court jusqu'à la maison. « Papa, papa, j'ai réussi !» Antoine la serre dans ses bras.
C'est la première fois qu'elle l'appelle papa sans le oncle devant. Il pleure, encore. Les larmes sont devenues plus faciles avec les années. Je suis fier de toi, ma fille. Elle est nommée dans une école de campagne à 50 kilomètres. Elle part, mais revient chaque week-end. Elle applique les méthodes d'Antoine, raconte des histoires, transforme les leçons en aventures. Ses collègues l'appellent la petite Marie, du nom d'Antoine. Elle porte cette étiquette avec fierté. Mon père m'a tout appris, dit-elle à qui veut l'entendre. 1. Antoine a 48 ans. Ses cheveux sont gris, son dos voûté par les années de travail. Mais ses yeux bleus brillent toujours de la même intensité. La maison accueille maintenant sa 3e génération d'enfants. Certains anciens pensionnaires envoient leurs propres enfants en difficulté. Le cercle continue. Un jour d'automne, Antoine reçoit une visite inattendue. Un homme de son âge, bien habillé, l'air nerveux. Il se présente. Robert Martineau, notaire à Tours. J'étais à l'orphelinat Saint-Vincent avec vous. Entrée numéro 48, juste après vous. Antoine est stupéfait. Un autre survivant. Il parle pendant des heures. Robert a été adopté, a eu une vie confortable. Mais il n'a jamais oublié le petit Antoine qui racontait des histoires. Robert révèle quelque chose d'extraordinaire. Il a retrouvé les archives de l'orphelinat. Le fameux mouchoir hissé n'a pas été perdu. Il a été conservé par sœur Thérèse, qui l'a donné à Robert avant sa mort en 1960. Il sort de sa sacoche un petit paquet. Le mouchoir jauni, les initiales encore visibles. Hissé Isabelle Coudray. La preuve que sa mère l'avait marqué, aimé, pleuré. Antoine tient le mouchoir avec des mains tremblantes. 50 ans après, le cercle se ferme. Il sent l'odeur fanée de lavande. Imagine les mains de sa mère brodant ses lettres. Mathilde, qui assiste à la scène, pleure silencieusement. Elle comprend l'importance de ce moment. Son père adoptif vient de retrouver la preuve qu'il avait toujours cherchée. Il était aimé. 1. Antoine a 67 ans. Il a pris sa retraite officielle mais continue à vivre dans la maison. Mathilde, mariée maintenant, mère de 2 enfants, a repris la direction. Les petits-enfants d'Antoine l'appellent grand-père sans nom, avec tendresse. Il leur raconte ses histoires, leur apprend à lire, continue sa mission. Un matin de mai, il ne se réveille pas. Mathilde le trouve paisible dans son lit, un sourire sur les lèvres. Dans sa main, le mouchoir d'Isabelle. Sur sa table de nuit, la photo de 1927 et celle de La Rochelle. 2 vies en une. L'orphelin devenu père de centaines. Les funérailles rassemblent le village entier, mais aussi des dizaines d'anciens élèves, d'anciens pensionnaires. Ils viennent de toute la France. Médecins, professeurs, artisans, mères de famille. Tous ont une histoire à raconter sur le professeur sans nom qui leur a donné un nom, une chance, un avenir. Marie Durand, maintenant directrice d'école elle-même, prononce l'éloge funèbre. Elle termine par ces mots qu'Antoine répétait souvent. Les noms qui comptent vraiment sont ceux que l'on écrit dans le cœur des autres. Aujourd'hui, le nom d'Antoine-Marie est écrit dans des centaines de cœurs. Il n'était peut-être pas Coudray de naissance, mais il était père, grand-père, professeur, sauveur. Il était tout ce qu'un homme peut être quand il transforme sa douleur en amour. La maison du professeur existe toujours aujourd'hui. Rebaptisée Maison Antoine-Marie en 1990, elle continue d'accueillir des enfants en difficulté. Dans le hall d'entrée, 2 photos. Celle de 1927, l'enfant triste à l'orphelinat. Celle de 1989, le vieil homme entouré de dizaines d'enfants, tous souriants. Entre les deux, une vie. Une vie qui prouve qu'on peut naître sans nom et mourir avec un héritage éternel. Le mouchoir d'Isabelle est conservé dans une vitrine, avec cette inscription. Isabelle Coudray a abandonné son fils par désespoir en 1922. Son fils Antoine a sauvé 347 enfants par amour. De l'abandon peut naître la rédemption. C'est la leçon d'Antoine, l'orphelin qui est devenu le père que personne n'avait été pour lui. Son vrai nom n'était peut-être pas Coudray, mais il portait quelque chose de plus précieux. La capacité de transformer la souffrance en tendresse, l'abandon en accueil, le vide en plénitude. Et quelque part dans le cimetière de Fleury-les-Aubrais,
Sur la tombe d'Isabelle Coudray, maintenant entretenue par la municipalité, quelqu'un a ajouté une plaque. Mère d'Antoine-Marie, le professeur qui a transformé des vies. Votre sacrifice n'a pas été vain. Cette histoire dramatique, inspirée de faits réels historiques, nous rappelle qu'un nom, un simple signe, peut changer tout le destin d'une vie. Le parcours d'Antoine nous enseigne qu'il est possible de transformer la douleur en amour, et que même les abandons les plus cruels peuvent engendrer des renaissances insoupçonnées. Et vous, qu'auriez-vous ressenti à la place d'Antoine, grandissant sans connaître votre vrai nom? Croyez-vous que l'amour choisi peut parfois être plus fort que celui du sang? Quels souvenirs de famille ou récits anciens vous ont marqué au point de changer votre manière de voir la vie? Si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez le mot « espoir » dans les commentaires. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Elle pourrait peut-être inspirer un prochain épisode de ce canal. Merci infiniment de nous accompagner. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche et de partager ce récit pour que d'autres puissent le découvrir. Et surtout, cliquez sur la vidéo suivante, dans le petit cadre à l'écran, pour continuer ce voyage à travers les photos oubliées du passé.